La beauté du visage est un trait à l'ornement de ces générations passagères par un déclin d'un journaliste. Lecture de contes et légendes de Louise Michel. La neige. Le vent d'hiver souffle dans l'ombre, la neige couvre les chemins. Enfants, venez, la nuit est sombre, au foyer réchauffez vos mains. Et pendant que vous êtes sages, prenez ce livre et ces images, ce sont des souvenirs lointains. Ceux dont on parle ont eu votre âge, mais le temps va rapidement, comme le flot qui bat la plage. Les jours ainsi s'en vont montant. Nous parlerons des mœurs antiques, des pays lointains ou rustiques, ou de ce qu'on voit en rêvant. Écoutant le conte et l'histoire, vous verrez la joie et les pleurs, et le peu que pèse la gloire, et ce que valent les grandeurs. Heureux, si fixant vos pensées sur toutes ces choses passées, vous devenez un peu meilleur. La vieille chéchette, Louise Michel. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre, que leur seul aspect est un sujet de tristes études pour les uns, de folles moqueries pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelque accident moral ou physique, les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés. Et sur cette pente-là, il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. D'autres encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. Deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets, qui sont loin de respecter l'un et l'autre. La maison de Chéchette, c'était le bois, son magasin. C'était le bois, le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse. C'était toujours le bois. D'où venait-elle? Personne n'en savait rien, ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une étrange créature, dernier rejeton sans doute de quelque race nomade. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois, les écureuils, les sangliers, les rats visitaient son magasin, car le rocher qui lui servait d'abri était largement couvert. Si à son retour de quelque promenade lointaine, elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnaient d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait, dans sa langue, une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle. Alors Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière peut-être de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins tant qu'elle durait. Quelquefois, en ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps, à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente, d'homme ou de femme, peu lui importait, mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent.
Les méchants enfants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots ou d'autres choses ridicules, mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leurs présents à la figure. Souvent même, elle devinait leurs mauvaises intentions, sans qu'ils eussent besoin de rire, car elle avait l'instinct fort développé. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen Âge peuvent se faire une idée de Chéchette. Elle était horriblement boiteuse et tellement borgne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes les dents à la manière de l'orang-outan ou du gorille. Ses mains, énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendait presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Cet être-là s'attachait. Elle aimait comme un chien. Il est vrai qu'elle eût mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses antipathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la prenant sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de 3 petits-enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots, ou plutôt pour lui en faire d'énormes, car elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine. Il y avait tout à fait un autre air qu'au village. Chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits enfants, qui jouaient avec elle comme avec un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement, et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Une nuit d'été, que tout le monde dormait profondément, après les fatigues d'une longue journée employée à travailler dans les champs, on entendit retentir le seul cri qui fait lever tout le monde à la campagne. « Au feu! Au feu !» Pourquoi tous les autres périls qui peuvent atteindre leurs semblables laissent-ils insensibles les habitants des campagnes? Ce serait horrible de croire que c'est un sentiment d'égoïsme, parce que dans l'incendie, chacun craint pour sa propre demeure. Toujours est-il que, souvent, des malheureux ont crié à l'aide pendant longtemps et sont morts sans secours. Cette nuit-là, comme on criait au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte, et, pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chanvre avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras 2 de ses enfants et luttait, en désespérée, contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le 3e au milieu des flammes. On le croyait perdu. Tout à coup, on vit quelqu'un entrer résolument au milieu des flammes. C'était Chéchette. Elle avait vu qu'un des enfants manquait. Les charpentes calcinaient, croulaient avec fracas. La flamme tournoyait, superbe et triomphante, dordant ses 1000 langues vers le ciel. Quelques instants s'écoulèrent, Chéchette réparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa évanoui devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet acte de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps était couvert de larges brûlures. Son œil brillait d'une joie infinie. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever.
Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement, car elle l'avait couvert de ses haillons et de son corps pour le garantir. Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière, sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle, des fleurs, des bois qu'elle aimait tant. Ne vous moquez jamais des fous ni des vieillards. Robin des Bois, Louise Michel. Les imaginations, frappées du bruit du corps et des aboiements des meutes, dans le silence des bois, personnifièrent leurs impressions sous le nom de Barbatos, duc de l'abîme. Il entend, dit la légende, le chant des oiseaux, les hurlements des loups, il comprend le cerf qui brame et la feuille qui craque en se détachant, et va rejoindre ses sœurs dans les valses du vent. Il connaît les trésors enfouis, les cavernes et les airs. Devant lui, 4 rois sonnent du corps, et il mène d'un bout du monde à l'autre la chasse des ombres. C'est de Barbatos que l'on fit les Robins des Bois, les chasseurs noirs, les grands veneurs et toutes les chasses fantastiques qu'on croit entendre la nuit dans les bois. Le vent souffle-t-il fort, l'orage est-il dans les bois, les petits enfants des villages croient encore, comme leur grand-mère, que c'est la chasse du grand veneur qui passe avec grand bruit. Parfois la tempête hurle comme les loups, résonne comme les troupes. Alors on dit, sous les grandes cheminées où toute la famille se chauffe à la fois, c'est Robin des Bois qui chasse. Cette croyance servit, il y a quelques années, à faire entrer en lui-même un vieux paysan avare qui, ayant enterré son trésor au pied d'un chêne, s'imaginait qu'on a de la fortune pour mettre dans un vieux bas, renfermé dans un pot, sous la terre, ce qui peut servir à soulager les autres. Quand je dis rentrer en lui-même, cela ne signifie pas qu'il ait beaucoup mieux valu, car l'intérieur d'un avare n'est jamais bon, mais enfin, il fit, grâce à la peur, une bonne action. La peur, c'est un motif honteux. Qu'attendre de plus d'un avare? Le père Mathieu était riche. Comment en eût-il été autrement? On disait que quand il dépensait un sou, il en mettait toujours la moitié de côté. Comment faisait-il? Je n'en sais rien. Comment avait-il gagné ses terres et tout l'argent que dans le bois il cachait au pied d'un vieux chêne? Je n'en sais pas davantage. Dans tous les cas, son argent, caché là, n'était pas même bon à nourrir les vers ou à faire pousser les truffes. Chaque fois que le père Mathieu avait quelques pièces d'or à ajouter à son trésor, il attendait une nuit sombre et s'en allait au pied du chêne où, à la lueur d'une lanterne sourde, il comptait son argent en tremblant de peur et d'affection aussi, car il aimait ce trésor comme on aime sa famille, son pays, sa mère, tout ce qu'on a de plus cher au monde. Un soir donc, à genoux au pied du chêne, il venait de compter en tremblant son or, le caressant de la main comme on eût fait à un enfant, et pensant que s'il se fût marié, sa femme aurait dépensé pour se nourrir et se vêtir, qu'il eût fallu élever ses enfants, que tout cela coûte horriblement, et qu'en restant seul il avait pu entasser. Il regrettait seulement de ne pas pouvoir vivre sans manger. Mais il ne regrettait pas d'être demeuré orphelin fort jeune, il aimait mieux son trésor qu'une famille. Une seule chose l'ennuyait, c'était qu'on n'enterrerait pas son or avec lui. Et c'est à cela qu'il pensait, outre la crainte qu'il avait qu'on vînt le surprendre. Il avait donc grand soin de tourner contre lui la lueur de sa lanterne, et le moindre bruit de vent dans les feuilles le faisait tressaillir. Tout à coup, une lueur rouge parut au fond d'une allée couverte, et en même temps une grande chasse, une chasse fantastique, telle que celle des légendes,
s'élança de son côté. Les chiens ne donnaient pas un coup de voix, ils flairaient la piste. Les chasseurs à cheval ne donnaient pas de fanfare, c'était la chasse du grand veneur, mais avec le silence de la mort, une vraie chasse de fantômes. Le père Mathieu croyait à tous les chasseurs fantômes, beaucoup plus fermement qu'à sa conscience qu'il n'avait jamais senti. Il serra son trésor contre son cœur, sous sa blouse, et se cacha derrière l'arbre, dans un fourré fort épais où il s'était ménagé une entrée en cas de surprise. Il vit les chasseurs s'arrêter, et, à la lueur des torches de résine, épouvanté, distingua le poil du dos des chiens horriblement dressés. Leurs yeux semblaient pleins d'épouvante, et ils flairaient sans cesse de tous côtés. Les chevaux avaient même les crins hérissés. À ce moment, une trompe lointaine sonna l'Alali. Chevaux, chiens, chasseurs se précipitèrent de ce côté. Mathieu entendit craquer les branches, et les pieds des chevaux frappaient le sol dans un galop effrayant. C'était bien réellement, pensait-il, le grand veneur ou Robin des Bois. Le vieil avare avait eu si peur qu'il se croyait au moment de la mort. Mourir, pour lui, c'était quitter son trésor, mais contre son ordinaire, il avait autant de frayeur pour sa vie que pour son or, car le danger était imminent. Lorsque le bois fut redevenu silencieux, il se hasarda à sortir de sa cachette, emportant son or, dont il ne voulait plus se séparer, quelque danger qu'il crut avoir à le conserver auprès de lui. De retour dans sa maison, une sorte de massure, tout en ruine, vraie demeure de hibou et d'avare, il se coucha glacé d'effroi, tenant toujours dans ses bras le vieux pot qui contenait le bas plein de pièces d'or. La frayeur l'avait brisé. N'étant plus soutenu par la nécessité de fuir, il resta sans connaissance dans son lit. Depuis 2 jours, personne ne voyait le père Mathieu. Comme il était déjà vieux, on pensa qu'il pouvait être malade ou mort, et des voisins vinrent frapper à sa porte, qu'il avait barricadée solidement en rentrant. Ne recevant aucune réponse, les voisins allèrent trouver le maire. Celui-ci mit son écharpe, beaucoup trop courte pour lui, parce que son prédécesseur était extrêmement maigre et lui extrêmement gros. Mais à l'aide d'un bout de ficelle, il parvint à la consolider. On amena le serrurier pour ouvrir la porte, les membres du conseil pour servir de témoins, et on procéda à l'ouverture. Ce n'était pas le tout de faire jouer une clé dans la serrure. Il y avait derrière la porte une barricade de meubles. On pensait que Mathieu était devenu fou, et n'entendant rien, qu'il s'était pendu. Une heure se passa à déranger les vieux bahuts entassés derrière la porte, après quoi qu'on découvrit Mathieu, caché, pâle et froid. On pensa alors qu'il aurait fallu amener chez le médecin, mais pendant qu'on allait le chercher, le maire, ayant soulevé la couverture pour savoir si le cœur de Mathieu battait encore, sa main fit remuer le pot et un grognement sortit de la gorge de l'avare. On avait, en effet, touché le cœur. Alors tout fut découvert. Mathieu revint à la vie. Il se garda bien de raconter son aventure du bois, mais on avait vu son trésor. Ne pouvant plus le garder chez lui, il se décida à le placer où il lui rapporterait le plus et sûrement. Notre homme alla donc trouver le maire. Celui-ci, qui était un brave homme, se mit en tête de faire une bonne action à Mathieu. Cela devait étonner tout le pays. Père Mathieu, lui dit-il, avant de placer tout ça, vous devriez faire une chose qui vous porterait bonheur. Il y a ici la mère Nicole, qui est veuve avec 7 enfants. Un loup enragé a mordu sa vache et les pauvres gens n'ont plus rien. Vous devriez lui acheter une genisse, ça ne coûte pas cher et ça vous porterait bonheur. Puis, comme il était bavard, le brave homme raconta à Mathieu quelle fière chasse on avait faite à ce loup qui avait inquiété toute la contrée. Tous les louvetiers du département y étaient. Ils s'étaient séparés en 2 bandes
et on avait fini par tuer le loup pendant la nuit. Les chevaux et les chiens en avaient une telle frayeur qu'ils en avaient les crins et le poil tout droit. Les chiens n'ont pas donné de voix, ce qui prouvait que l'animal était vraiment enragé. Le père Mathieu comprit que c'était là sa chasse de Robin des Bois, qu'il avait pensé perdre la vie et son argent sans savoir ce qu'il faisait. Il compta 100 francs pour la génisse de Nicole, comme s'il eût payé quelque chose. Quand il se ravisa, il n'était plus temps. Nicole eut sa vache et le maire aida le vieil avare à trouver un sûr placement pour son trésor. Il avait dans son bas 100 000 francs en or et billets de banque. L'héritage du grand-père Blaise. Le père Blaise était le plus riche fermier de la contrée. Outre les champs qu'il cultivait pour d'autres, à moitié ou autrement, il avait, en propre, un bien considérable. Sa fille avait été élevée dans la meilleure pension de la ville, et son fils venait de sortir du collège avec une charge de prix à faire envie à ses camarades. Margot, sa ménagère, était une personne fort avenante, ne se mettant jamais en colère quand il tombait une averse sur le grain coupé. Les domestiques se plaisaient à la ferme. Pourtant, le père Blaise était triste, si triste qu'on craignait qu'il n'en mourût, d'autant plus que son père et son grand-père étaient, eux aussi, morts de tristesse, sans qu'on pût en savoir la cause. Souvent, les deux enfants, Rose et André, en causaient avec leur mère. « Toi qui passes pour si savant, disait Margot à son fils, tâche donc de guérir ton père de sa tristesse. » André faisait bien tout ce qu'il pouvait, mais il n'avançait guère. Il racontait pendant 10 ans tous ses meilleurs tours de collège, que Blaise se fut contenté de l'écouter gravement, car il comptait bien, mais sans pour cela sourire aucunement. En désespoir de cause, Rose alla, sans rien dire, trouver la vieille Jeannette. C'était une paysanne qui avait près de 100 ans. Par conséquent, ayant bien des fois vu naître et mourir pères, enfants et petits-enfants, connaissait l'histoire de chaque famille. Elle donnait quelquefois d'excellents conseils, ce qui la faisait passer pour très habile. Rose alla donc consulter Jeannette pour la tristesse de son père. « Dame, ma fille, dit la vieille, je savons bien pourquoi, mais il ne serait pas prudent de te le dire. » Rose insista tellement, elle promit si bien le secret, et puis, au fond, la vieille Jeannette désirait tant raconter à la fillette tout ce qu'elle savait, et chercher ensemble les moyens de guérir son père, qu'elle consentit. « Mon grand-père m'a raconté, dit-elle, qu'il fut un temps où dans ce village, la disette fut telle que ceux qui avaient un peu de terre donnaient, quand ils avaient des enfants, le champ entier pour un sac de blé, ou même d'orge, ou de sarrasin. » Rose frissonnait. Le grand-père de Jeannette, qui avait 100 ans, cela devait être bien vieux. Mais elle ne savait pourquoi ce commencement d'histoire lui faisait peur. « Alors, continua la vieille, l'arrière-grand-père de votre père, qui s'appelait François Blaise, commença à acheter beaucoup de petits champs à ceux qui ne voulaient pas laisser mourir de faim leurs enfants ou leurs vieux parents. » Rose fondait en larmes. « Dame, ma fille, dit la vieille, t'as voulu savoir ? » « Oui, ma bonne Jeannette, dit la jeune fille, il faut que je sache pour que mon père guérisse. » Et, séchant ses larmes, elle écouta avec fermeté. Jeannette continua. « François Blaise, déjà riche, se maria richement, mais il y avait dans le village des familles ruinées.
Il prit la chose à cœur et mourut. Son fils, à qui il avait sans doute recommandé quelque chose en mourant, mais qui n'avait point osé le faire, prit tristesse au même âge. Il mourut. Ton père est le 5e. Rose avait trouvé un expédient. Mais il eût fallu dire à son père qu'elle connaissait le secret. « Que feriez-vous à ma place, Jeannette ?» demanda-t-elle. « Dame, Moselle, c'est délicat, » dit la vieille. « Mais enfin, » disait la pauvre jeune fille, en joignant les mains, « comment rendre ces maudits chants sans faire honte à notre père ?» La vieille laissa échapper étourdiment ces mots. « Il y a longtemps que j'y songions, nous deux, Jean-Claude. Car c'est grand dommage de laisser mourir un pauvre brave homme qui sera tant pleuré. »« Mon père n'a-t-il jamais essayé, dit Rose, de rendre quelque chose ? » ?»« Dame, mamselle, depuis ses arrière-grands-parents, ils ont toujours soutenu, en dessous, les familles. Mais ça ne leur satisfaisait pas encore la conscience, et votre père, c'est de même. » Toutes deux se prirent à pleurer, tant la confiance et la douleur de Rose avaient ému la bonne femme. Elle arriva alors à une seconde étourderie, elle qui pourtant avait si forte tête, comme on disait dans le pays. « Je vais rompre avec Jean-Claude. » À peine ces paroles étaient-elles dites que Rose s'écriait. « Je comprends, Jeannette. Vous et Jean-Claude descendez des familles qui ont fait ces tristes marchés. » La vieille ne répondit pas. Rose continua. « Ne me refusez pas ce que je vous vais demander. Vous et Jean-Claude, vous êtes bien vieux, quoique ce soit le plus jeune de vos neveux. Vous allez venir demeurer parmi nous. Mon père souffrira moins, et vous serez bien choyés, bien heureux. » En parlant ainsi, elle rougissait, la pauvre fille, car au fond les terres si étrangement achetées par son aïeul étaient beaucoup à Jeannette. Celle-ci eut pitié de l'enfant. « Eh ben oui, dit-elle, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. » Rose ne dormit pas de la nuit. C'était vraiment une heureuse inspiration que celle qui l'avait conduite chez Jeannette. Le lendemain, Rose conduisit chez son père le centenaire et son neveu Jean-Claude, le vieux berger. « Père, dit Rose, voici une société qui va t'égayer. Maintenant, ces bons vieillards demeureront avec nous. » Blaise rougit et pâlit, et puis son cœur creva, comme on dit dans le village. Et il raconta, en fondant en larmes, comme de père en fils, recevant chacun le fatal récit, et tous retenus par une mauvaise honte, ils n'avaient qu'aidé les descendants des malheureux avec lesquels son aïeul avait fait ses fatals marchés, et les terribles souffrances que chacun d'eux avait endurées. Jean-Claude pleurait d'attendrissement. « Qu'à ça ne tienne, père Blaise, dit Jeannette. Il n'y a plus que vous deux, que nous deux, Jean-Claude et moi, de ces familles-là, et je venons demeurer avec vous pour toujours. À preuve que je baillons en héritage à André et à Rose tout ce que vous croyez qu'est à nous, quoique vous en ayez donné petit à petit la valeur, mais je sais pourquoi ça ne vous contentait pas. » Il fut fait, comme le disait Jeannette. Voilà pourquoi Blaise ne mourut pas de tristesse, comme son père et ses grands-pères. Et voilà pourquoi Jeannette, vêtue de ses plus brillants atours, c'est-à-dire d'une coiffe comme on en portait au temps de sa jeunesse, et d'un beau corsage en pointe toute rouge sur une jupe rayée, assistait au mariage de Rose et d'André, avec les enfants de Nicolas Garouy, le Breton, qui, comme eux, avait bon cœur et avait été bien éduqué. Les 10 sous de Marthe. Combien de choses on souhaite, combien de choses on rapporte à propos du jour de l'an. Voilà une de celles qu'on raconte. Quant à celle qu'on peut souhaiter, en voilà une aussi. Vivez et mourez en paix avec votre conscience. La petite Marthe avait reçu un grand nombre de jouets et une quantité prodigieuse de bonbons.
Comme elle n'avait que 6 ans, on n'était pas encore à midi qu'elle était déjà lasse des jouets et rassasiée de bonbons. Marthe demanda alors à sa grand-tante, qui la gâtait beaucoup, de vouloir bien venir un peu se promener avec elle. La bonne vieille ne prit guère d'argent, car elle savait qu'elle ne refuserait rien à Marthe, tant qu'elle en aurait, et elle ne voulait pas lui apprendre à prodiguer pour ses caprices. Le temps était beau, mais il faisait grand froid. Marthe enfonçait ses bras, tant qu'elle le pouvait, dans un manchon presque aussi gros qu'elle. Les boulevards étaient couverts de boutiques, et Marthe fit tant d'achats pour commencer que bientôt la grand-tante n'eut plus qu'une pièce de 10 sous. La petite fille avait plein les bras et plein son manchon d'objets forts éclatants, coûtant très peu et ne valant pas davantage. Sachant qu'il n'y avait plus beaucoup à dépenser, elle s'avisa de penser aux petits enfants qui avaient passé leur jour de l'an sans jouets et sans bonbons. C'était fort vilain d'y avoir songé si tard, mais Marthe n'avait encore que 6 ans, et au fond, elle n'avait pas mauvais cœur. Du reste, sa tante la gâtait trop, et d'une manière qui n'était pas raisonnable. Au moment où elle commençait à penser aux autres assez tardivement, 2 enfants, plus petits qu'elle, frappèrent ses regards. Ils étaient si pâles et paraissaient si tristes que la bonne tante en fut frappée comme elle. Le plus âgé, vêtu fort proprement de noir, mais d'une manière trop légère pour la saison, était arrêté pour ajuster au cou de son frère, qui grelottait, quoique plus chaudement habillé, sa petite cravate de laine, et il avait, le pauvre enfant, son petit cou tout violet de froid. « Où allez-vous ainsi, mes petits amis ?» leur demanda la tante. « Nous revenons, madame, » répondit l'aîné. « De chez une dame, amie de maman, que nous n'avons pas trouvée chez elle, et nous rentrons à la maison. »« Oui, » ajouta le petit avec cette confiance naïve de l'enfance, « nous allions chez madame Paul, afin qu'elle nous donne un peu d'ouvrage pour maman, et avoir de quoi acheter du pain. » Et comme l'aîné le regardait de travers pour faire cesser son bavardage, la dernière petite pièce de 10 sous était dans la main du petit, et Marthe, avec sa tante, se sauvait pour que l'aîné ne la leur rendit pas. Quand elles furent loin, Marthe se mit à pleurer. « Oh, ma tante, dit-elle, combien je regrette d'avoir acheté tant de joujoux. Nous aurions pu donner bien davantage à ces pauvres enfants. » 10 ans après, Marthe, jeune fille de 16 ans, reçue institutrice depuis quelques mois, avait fait de la vie un rude apprentissage dont elle était loin de se douter autrefois. Ses parents n'avaient pas réussi dans leur commerce, et faute d'une petite somme de 5 à 600 francs, on pouvait leur faire une mauvaise affaire. Marthe venait d'entrer comme sous-maîtresse dans un externat. Elle devait gagner 800 francs au bout de l'année. Mais n'étant payée que par mois, il lui était impossible d'offrir tout de suite la somme due par son père pour des marchandises non encore vendues. S'il ne payait pas à l'échéance, son billet serait protesté. S'il rendait les marchandises, ne pouvant payer, il lui fallait fermer son magasin. Une idée vint à Marthe. Elle la communiqua à la grand-tante, alors âgée de 80 ans, et qui la chérissait comme par le passé. Elle l'eût même encore gâtée si Marthe n'eût été raisonnable. « Ma tante, dit la jeune fille, il me semble que nous pouvons obtenir un arrangement du créancier de mon père. Gagnant 800 francs par an, je puis lui en donner 50 tous les mois, le jour où je toucherai mes appointements. Peut-être acceptera-t-il. » La bonne vieille approuva l'idée et voulut accompagner sa petite fille. Lorsqu'elles arrivèrent chez Marcel frère, toutes deux furent fort surprises de voir sur l'enseigne du commerçant
une pièce d'argent sculptée en relief avec cette inscription: aux 50 centimes du jour de l'an. Elles se souvinrent des 50 centimes de Marthe, et n'osant se communiquer leurs pensées, elles entrèrent dans le magasin. L'aîné des frères Marcel était assis au bureau, faisant l'office de caissier. Le plus jeune remplissait l'emploi de garçon de magasin. Une femme, paraissant plus souffrante qu'âgée, remplaçait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses fils. Marthe, que la grand-tante aimait à entendre parler, parce qu'elle en était idolâtre, exposa le but de leur visite très simplement, mais avec une énergie qui prouvait qu'on pouvait se fier à sa parole. Marcel, l'aîné, à qui elle s'était adressée, appela sa mère et son frère. Il avait reconnu, non pas Marthe, grandie énormément, mais la bonne vieille, qui depuis 10 ans avait à peine changé. « Nous avons, dit-il, l'honneur de voir celles qui sont cause de notre aisance. » Et comme sa mère et son frérot s'étaient empressés d'entourer les deux arrivantes, il raconta qu'après le départ de Marthe et de la vieille dame, il les avait longtemps cherchées, car ni lui ni son frère ne demandaient l'aumône. En rentrant chez leur mère, comme ils ne pouvaient se consoler, l'amie chez laquelle il n'avait trouvé personne entra à son tour. Elle apportait de l'ouvrage et un peu d'argent. On put donc acheter du pain sans toucher à la petite pièce qui avait rendu le cœur si gros à l'aîné. Il fut même tout à fait consolé dans sa fierté, quand sa mère lui dit « Peut-être qu'à ton tour tu pourras rendre, si tu travailles, des services aux autres sans les offenser. » Félix Marcel, ayant réfléchi là-dessus, demanda la pièce de 10 sous pour en faire l'usage qu'il voudrait, annonça qu'il ne rentrerait que le soir et prit à la main son petit frère qu'il ne quittait jamais, avec un air de résolution, comme s'il eût été à la conquête du monde. Les deux amis, l'ayant laissé sortir avec un sourire, car c'était un brave enfant en qui on pouvait avoir confiance, s'amusèrent à le suivre de loin. Félix, tenant toujours son petit frère par la main, alla jusqu'à une marchande d'objets à 1 sou et lui demanda si elle pouvait lui en vendre pour 10 sous au prix des marchands, car il allait entrer dans le commerce. La marchande partit d'un interminable éclat de rire, mais comme c'était justement à cette même place que l'enfant avait tant cherché la dame aux 10 sous, elle se douta de quelque projet courageux. Non seulement elle ajouta aux objets une forte pacotille en disant « Tu me payeras ceci quand tu auras une recette », mais elle prit les 2 frères sous sa protection et leur arrangea une toute petite table devant la sienne. Tous 3 étaient, le soir, tellement amis qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Ils gagnèrent ce jour-là le triple de leur mise. La bonne marchande n'avait pas d'enfants. Quand l'époque du jour de l'an fut passée, elle les prit pour l'aider dans sa petite boutique, sous prétexte qu'il lui serait fort utile, car Félix n'y aurait pas consenti sans cela. Le commerce avait prospéré. En 10 ans, la boutique de la mère Hortense était devenue un gros magasin où vivaient les 2 veuves et les 2 frères. Tout cela grâce aux 10 sous de Marthe. Félix en était là de son récit, quand rentra la mère Hortense, qui revenait tout à propos de quelques courses. Je vous laisse à penser, chers enfants, quel accueil on fit à Marthe et à la grand-tante. Félix exigea que les 600 francs ne lui fussent remis qu'au bout de 4 ans. À cette époque-là, le père de Marthe ayant fait de meilleures affaires, le magasin des frères Marcel ayant continué à prospérer, tout le monde fut d'avis que, pour la fête de la bonne grand-tante, on prêta chacun 100 francs à 6 orphelins, dont les uns avaient à soutenir leur mère, les autres leurs petits frères,
La bonne vieille, ce jour-là, pleura de joie, et cette action porta bonheur à tous, car elle vécut longtemps encore, et les 6 commerces prospérèrent. Le père Rémi. C'est encore l'histoire d'un vieux maître d'école de village. Nous parlons souvent de ces obscurs soldats de la civilisation, dont toute la vie s'écoule ignorée et dont les jours tombent l'un sur l'autre avec le calme monotone de l'éternité. Ceux-là font beaucoup pour leur époque, qui ont appris à lire à beaucoup. Ils feraient plus encore s'ils essayaient de former de petites bibliothèques historiques à l'aide desquelles leur village lirait autre chose que le messager boiteux ou le grand conteur, car nous en sommes là en plein 19e siècle. Le père Rémi était, lui, de ceux qui pensent à tout. Il avait bien un défaut, celui des vieux savants. Il aimait les mots pompeux, mais il avait fait tant de choses utiles qu'on le lui pardonnait facilement. Il avait encore parfois un autre défaut commun à tous ceux qui ont énormément travaillé pour parvenir à ce qu'on leur laissa faire le bien, c'est qu'il riait souvent de tout son cœur des travers du genre humain, des siens comme de ceux des autres. Un hiver que les récoltes avaient été mauvaises, ne s'avisa-t-il pas de faire un atelier pour les mères de famille afin qu'elles puissent mettre quelques sous au bout de la chétive épargne de l'année ? Il se garda bien de parler de son projet avant de l'avoir effectué, car il savait bien que dans les campagnes, on s'imagine de suite qu'il faut une grosse somme d'argent, et quant à l'intelligence, on n'y songe pas. On était au moment où il devait toucher son trimestre d'instituteur. Il en employa une partie à acheter des étoffes chaudes et à bon marché et de la laine à tricoter. Une seconde partie à payer aux plus pauvres femmes du village la façon des bas et des étoffes en vêtements. Il fit revendre à la ville ces choses confectionnées. Le prix en était plus que triplé. Avec cet argent, il put acheter d'autres étoffes, d'autres laines, payer la façon à un plus grand nombre d'ouvrières. Le tout fut revendu confectionné à la ville comme la première fois. Au bout d'un mois, il avait de quoi monter un atelier nombreux. Des commandes lui arrivèrent. Il les donnait bien entendu à ses ouvrières sans nul bénéfice pour lui. Bientôt, on eut de quoi faire venir des maîtresses d'ouvrage de la ville afin de perfectionner les couturières du village et, à l'heure qu'il est, l'atelier du père Rémi entretient encore l'abondance dans le village, quoiqu'il soit mort depuis plus de 30 ans. Car son fils et sa fille se sont partagés la besogne. Le fils a les classes, la fille à l'atelier, l'asile et la crèche, tous deux s'occupent de la maison des vieillards, car le brave homme a laissé ses 4 fondations. À l'époque dont nous parlons, le père Rémi était encore fort, quoiqu'il eût 80 ans sonnés, et pour se reposer le soir, il faisait volontiers une petite lecture ou racontait quelque anecdote. Un soir, il y avait nombreuses compagnies à la veillée du père Rémi. Toute une noce du village était venue lui souhaiter le bonsoir et lui apporter un bouquet. Il en profita pour parler d'une de ses nouvelles idées, la fondation d'une crèche et d'un asile dans son village, sans capital bien entendu, mais avec beaucoup de courage et autant d'intelligence que possible. Comme on avait déjà eu l'exemple de son atelier qui n'avait rien coûté à personne, que quelques privations pour lui au commencement, les villageois ne devaient point trop s'effrayer d'une nouvelle idée du père Rémi. Et puis, afin de les bien disposer, il commença, en réponse aux compliments qu'on lui avait faits, par improviser avec accompagnement de violon, dont le bonhomme jouait avec assez de sentiment, quelques couplets pour la marier.
Je ne sais trop quel compliment avait été fait au père Rémy. Le marié avait passé 8 jours à l'apprendre, afin de le réciter tout du long sans s'arrêter, tout à fait comme le moulin du village. Et le père Christophe, l'homme le plus lettré de l'endroit, avait été 1 mois entier à le composer. Il savait et mettait en pratique le fameux précepte « 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». Seulement, n'en sachant pas plus long, il avait toujours ajouté et rarement effacé, de sorte que le compliment avait 16 pages. Les 15 premières servaient d'exorde et la 16e était le discours. Si on vous débitait, chers enfants, une chose pareille à votre louange, il est probable que vous seriez pris d'un fou rire, et je le comprends. Mais le père Rémy ne pensa qu'à la bonne volonté qu'on y avait apportée. Il oublia le burlesque des phrases et les larmes lui vinrent aux yeux, en songeant à tout le mal que ces braves gens s'étaient donné. Ce que voyant, la mariée qui avait fait depuis 8 jours répéter le compliment à son fiancé au moins 20 fois à chacune de ses visites, s'avança vivement et dit au père Rémy : « Moi aussi, monsieur le maître, je sais le compliment aussi bien que Jean-Paul. » Et là-dessus, elle le recommença d'un bout à l'autre. Heureusement, Thérèse allait encore plus vite que Jean-Paul. Elle fut promptement au bout. Mais il fallut néanmoins entendre de nouveau toutes les comparaisons depuis les premiers mots. « Je chante les vertus de vous, monsieur Rémy, jusqu'au dernier. Pardonnez à ma faible muse ces non pompeux tableaux. » On y avait joint un envoi de 4 vers qui devait courir vite à la postérité, car c'étaient de vrais 1000-pieds. « Puisqu'on fait des vers, de 12 syllabes pour les grands sujets, avait dit le père Christophe. Ce sera bien plus beau en mettant le double. Les voici tels qu'on les récite encore dans le village. Recevez, cher monsieur, avec grande bienveillance, un couplet pour vous fait par votre serviteur. Nous y réprignerons au complet tous nos vœux, le débordement de notre tendre cœur. Et là, lâchant la bride à tous nos sentiments pour manier au Parnasse, ils seront nos Pégases, et là que nous voulons, et des fleurs de nos prés, des fleurs de nos voix, vous envoyer les garder. Nous respectons l'orthographe particulière du père Christophe. C'est après ces derniers mots que le maître d'école répondit par les couplets suivants, auquel l'accompagnement de son violon donnait un grand air de fête. Toutes les fleurs des prés, tous les lys des vallées, tous les champs d'y après, et les brises zélées font de charmants apprêts. C'est fête chez les fleurs, la rose se marie, l'été rit dans les airs, l'églantine est fleurie. Pour que ces jours charmants soit pour vous l'espérance, pour que de tous vos chants reste la souvenance. Faites du bien, enfants, c'est fête chez les fleurs, la rose se marie, l'été rit dans les airs, l'églantine est fleurie. Tout le monde pleurait d'attendrissement. On se groupa plus près autour du maître d'école, et Rose, enhardie par le succès de son compliment et par les couplets du vieillard, lui demanda un conseil sur ce bien qu'il leur conseillait de faire pour terminer la journée. « Comment peut-on trouver comme ça tout de suite du bien à faire ?» disait-elle naïvement. C'était ce que le père Rémy attendait. « C'est tout simple, ma fille, dit-il. Toi et Jean-Paul, vous êtes actifs, plein de bonne volonté. Vous allez m'aider à fonder la crèche et l'asile dont je vous parle depuis si longtemps. » Les 2 jeunes gens poussèrent un cri de joie et prirent chacun une main du vieillard pour le mieux entendre. Il continua ainsi. « Vous avez au bout du village une construction à moitié démolie et dont la vue gêne ceux qui n'aiment pas les choses délabrées. Vous me la louerez pour que je la restaure moi-même afin d'y installer notre fondation.
Nos enfants ne vous la loueront pas, monsieur le maître, s'écrièrent les parents des mariés, qui ne voulaient pas être en reste de générosité. Nous voulons qu'ils la donnent, et on y mettra la date d'aujourd'hui. Alors, reprit le maître d'école, on encadrera au-dessus de la porte la couronne de roses, et on mettra en grandes lettres dorées « Asile et crèche des roses ». Ce sera un titre souriant pour nos enfants. Moi, de mon côté, je donne la vache, dont je ne vois pas trop ce que je fais, puisque je m'en étais passé jusqu'à présent. « Et nous » s'écrièrent une douzaine de laboureurs. « Nous fournissons la nourriture de la vache. »« Nous, père » dirent à leur tour le fils et la fille du père Rémi. « Nous nous chargeons de la direction de la crèche et de l'asile. Nous y emploierons 2 pauvres veuves que nous connaissons. Elles auront la nourriture, le logement comme nous pourrons, et quant aux appointements, ils viendront dans quelques mois. » Presque toutes les couturières de l'atelier se trouvaient là. Elles convinrent entre elles de réunir tous les chiffons dont personne ne se servait, d'y ajouter un peu de neuf à l'aide de leurs petits gains et de confectionner, en veillant un peu plus tard, des vêtements à ceux des petits-enfants dont les parents étaient gênés. Le maire se trouvait là. Il voulut ajouter sur la caisse communale une petite somme mensuelle pour aider à l'entretien des enfants. « J'accepte la somme, monsieur le maire, » dit le père Rémi, « mais je ne veux pas vous tromper. Elle servira pour commencer un asile de vieillards. » Si le maire n'avait pas su combien peu il fallait au père Rémi pour tout ce qu'il entreprenait, il aurait été épouvanté. Mais il connaissait le courage et l'économie du bon vieillard. « Dans ce cas-là, dit-il, je vous donne pour vos vieux la grange dont j'ai hérité, avec la maison de ma pauvre mère, et l'asile des vieillards sera en son souvenir. »« Nous l'appellerons, dit le maître d'école, maison de retraite de la bonne Marguerite. » Cette soirée, en effet, porta bonheur à tous ceux qui concoururent à ses fondations, car l'asile des roses et la maison de vieillards de la bonne Marguerite subsistent encore et beaucoup de bien y est fait. Dès le lendemain, le père Rémi et les plus grands de ses élèves qui pouvaient bien, disait-il, maçonner, puisque d'autres le faisaient, se mirent en devoir de restaurer les 2 masures pour en faire des habitations logeables. C'était merveille de voir leur activité. Jean-Paul était au premier rang, ce que voyant, de véritables maçons du village se mirent de la partie, et comme le père Rémi savait un peu d'architecture, il arriva même que les 2 constructions faisaient très bon effet. « Comment ferez-vous, père Rémi, pour les lits des enfants et des vieux ?» disait le maire, tout en déposant dans la salle 2 énormes matelas de laine tout neufs. « Soyez tranquille, dit le père Rémi, j'ai un moyen. » Il avait mis de côté une petite somme pour faire acheter de fortes toiles d'emballage et en faire des hamacs en attendant mieux pour les vieillards, mais de manière à les laisser pour les petits-enfants. Avec le prix des 2 matelas du maire, il eut de vieux draps d'occasion et des couvertures. Quant au ménage, quelques assiettes de grosses terres blanches et seulement 1 cuillère par personne le composèrent pendant toute la première année. Pour nourrir ces vieillards et ajouter pour les petits-enfants des pâtes au lait de sa vache, le père Rémi demanda au maire des terrains incultes appartenant à la commune et dont elle ne faisait rien, ce qui lui fut accordé. Comme pour la restauration de ces masures, tout le monde se mit de la partie, ayant toujours au premier rang Jean-Paul et Rose avec les grands élèves. Les terrains incultes furent défrichés. Le produit employé à la nourriture des enfants et des vieillards. Ceux-ci voulurent travailler eux-mêmes à de faciles ouvrages pour la culture ou l'atelier. Il y eut par ce moyen non seulement assez d'argent pour faire vivre et augmenter les 3 établissements, mais encore pour aider pendant les années difficiles quelques ménages du village et même du canton. Le père Rémi se trouva donc avoir fondé sans capital autre que son courage et son activité, un atelier, un asile, une crèche et une maison de vieillards. Souvent, le père Christophe avait fait là-dessus des vers en son honneur,
et il était allé bien des fois chez l'imprimeur de la ville afin qu'il l'aidât à trouver un éditeur. Mais celui-ci avait toujours refusé de se charger du manuscrit, ce dont le père Christophe se désespérait. Il se décida à prier le père Rémy lui-même de corriger l'ouvrage, ce que celui-ci lui promit pour quand il n'aurait rien de mieux à faire, et il mit le manuscrit dans sa poche. Chaque jour, Christophe s'informait si la correction était commencée, et toujours le maître d'école lui répondait « J'ai encore quelque chose de plus utile à faire avant ». Le poète finit par s'impatienter et demanda au père Rémy s'il aurait éternellement quelque chose de mieux à faire. « C'est bien probable, répondit-il, mais je vous sais un gré infini de l'attention. » Le père Christophe redemanda son œuvre et, ne pouvant la publier, la relisait tous les jours. « Se peut-il, disait le pauvre auteur, qu'un aussi brave homme que notre maître d'école soit comme les autres jaloux de mon talent ?» Le père Rémy essaya de lui expliquer qu'il ne fallait que 12 syllabes dans les plus longs vers français, et que cela traînait déjà bien assez la pensée. « C'est égal, répondait Christophe, vous ne me persuaderez jamais que trop de beauté soit un défaut. » Un jour, cependant, il avait un peu compris, à l'aide d'une gravure représentant une divinité indienne monstrueuse avec 4 superbes bras. « C'est assez de 2 pour nos yeux habitués à cette forme, lui dit le père Rémy. Et je vous répète que notre pensée qui traîne déjà dans 12 syllabes doit ramper en vos 24. » Le père Christophe réfléchit quelques instants et garda le silence à moitié vaincu. Mais quand le lendemain le vieux poète recommença sa phrase favorite, « C'est égal, on ne me persuadera jamais que... » Le maître d'école l'arrêta. « N'en parlons plus, dit-il. Vous voulez avoir une petite vanité, gardez-la, et soyons bons amis. » Le père Christophe réfléchit de nouveau et ne parla plus que rarement de ses écrits. C'était un brave cœur, mais il appartenait encore à une époque où la vanité passait pour un noble orgueil. Il y a loin, cependant, de l'une à l'autre. N'oubliez pas ceci, enfants. Soyez fiers pour l'humanité. Elle est bien peu encore, mais elle deviendra grande. Si ceux qui se sentent de l'intelligence, au lieu de chercher à mettre en étalage leurs pauvres petites personnes et leurs pauvres petits noms, sentent battre dans leur poitrine et frémir dans leur intelligence le cœur et l'esprit de toute une génération. La famille Pouffard. Madame Pouffard était fort riche. Elle portait la toilette la plus coûteuse qu'on puisse imaginer et n'avait rien trouvé de mieux pour en rehausser l'éclat que d'ajouter un « de » à son nom. Il ne faisait pas bon oublier quand on lui écrivait de mettre Madame de Pouffard, châtelaine au château des Hulottes. Ce « de » et ce mot « châtelaine » la faisaient rougir de plaisir chaque fois qu'on les lui adressait et de colère chaque fois qu'on osait les oublier. Quant à Monsieur de Pouffard, plus avisé encore que sa femme, il avait eu l'idée d'acheter des titres de noblesse. Les habitants des Hulottes devinrent donc Monsieur le Marquis et Madame la Marquise de Pouffard. Ils se firent peindre des armoiries par un artiste qui se moquait d'eux et achetèrent chez des antiquaires une foule de choses qui composèrent le musée de leurs ancêtres. Les armoiries portaient un chardon d'azur sur champ de gueule, autrement dit, un chardon bleu sur fond rouge. Les supports avaient de si longues oreilles, tout longs qu'ils étaient, qu'on voyait l'âne sous la crinière des fauves. « Ce sont des lions d'Arcadie !» avait dit en riant le peintre. Et comme monsieur le marquis de Pouffard voulait le payer généreusement, il s'excusa en disant qu'il avait été trop heureux de rendre service à un aussi éminent personnage. En vérité, c'est qu'il voulait bien se moquer de lui, mais qu'il ne voulait pas le voler, ce qui en effet eût été fort différent. Le complaisant peintre s'offrit en outre à peindre partout les armoiries de monsieur le marquis, ce qu'il fit consciencieusement, depuis le dessus de la porte du château jusqu'à celui de la cabane aux lapins.
Monsieur le marquis et madame la marquise rayonnaient. Quant aux armures et autres objets de ses ancêtres achetés chez les antiquaires, c'était bien autre chose, il y avait de tout. Une longue broche lui avait été vendue pour une épée antique. Elle avait, disait-il, appartenu au plus vaillant de ses ancêtres. Il avait de vieilles croûtes peintes à l'huile vers la fin du XVIe siècle et qu'il disait être les portraits de ses arrière-grand-mères faits au temps des croisades. Or, à cette époque, Jean de Bruges, qui inventa la peinture à l'huile au XVIe siècle, était loin d'exister. Mais peu importait à nos personnages, pourvu qu'ils eussent des ancêtres. Mademoiselle Euphrosine Pouffard mérite une attention toute particulière. C'était une grande niaise, vaniteuse comme un paon et bête comme une oie. Elle croyait se rendre fort intéressante en respirant à chaque instant des parfums ou des fleurs et se chargeait à la fois de tout ce qu'elle possédait de bijoux, si bien qu'elle avait quelquefois 3 ou 4 bagues à chaque doigt. On lui avait vu jusqu'à 2 paires de boucles d'oreilles, et quant au collier, il n'était pas rare de lui en voir tant que son cou en pouvait porter. Le baudet porteur de reliques dont parle La Fontaine ne marchait pas avec plus de majesté que mademoiselle Euphrosine de Pouffard. Depuis 6 mois que la respectable famille habitait le château des Hulottes, personne dans tout le pays n'avait encore été trouvé digne de lui composer une société. Les habitants du village avaient bien quelques relations avec Jean, le valet de chambre de monsieur, et avec madame Brindavoine, la femme de chambre de madame. Mais les domestiques étaient aussi imbéciles que leur maître, et la curiosité des paysans n'avait pas eu d'autre satisfaction que de savoir ceci, qu'à la grande surprise de Jean, monsieur n'avait eu rien de changé dans sa personne le jour où il était devenu marquis. Pour mademoiselle Sylvie, la femme de chambre de mademoiselle, elle était trop délicate pour causer jamais avec les gens du commun. Le reste de la maison ne s'occupait absolument que de boire, manger et dormir, ce qu'ils appelaient mener la vie de château. Il ne manquait plus, pour compléter la maison de Pouffard, qu'une institutrice pour mademoiselle Euphrosine. On fit venir de Paris une jeune orpheline qui avait passé d'une manière assez brillante ses examens dans l'année. Rose André était intelligente, dévouée, fière et ferme. Elle n'eut donc pas de peine à juger chez qui elle était tombée et encore moins à prendre son parti. Comme elle ne reculait jamais devant les difficultés, quand il y avait du bien à faire, elle résolut d'arracher Euphrosine à l'imbécilité et peut-être de diminuer celle de ses parents. Bien résolue du reste, au cas de non-réussite, à reprendre le chemin de Paris où elle serait plus utile dans l'éducation publique qu'elle ne pouvait l'être là, dans l'éducation particulière. L'entreprise était hasardeuse. C'était le cas de commencer de suite, afin de ne pas perdre de temps. Il fallait faire naître ou saisir l'occasion de les désabuser et de les dégoûter par quelque expérience amère de leurs préjugés. C'est le moyen qu'on emploie pour les petits-enfants. L'eau mouille, leur dit-on. Le feu brûle. Et on trempe leurs petites mains dans l'eau froide ou on l'approche de la chaleur. On aurait pu dire à la famille Pouffard, la vanité expose à bien des ridicules. L'occasion ne se fit pas attendre. Rose André avait reçu d'une de ses élèves de Paris une lettre charmante. Elle la laissa traîner à dessein. L'enfant n'avait pas 10 ans. Elle racontait, avec la naïveté de la première jeunesse, mais aussi avec une raison déjà forte, sa vie d'études et sa franche gaieté. Madame de Pouffard, curieuse à merveille, ramassa la lettre, la lut et demanda à Rose quand elle pensait que sa fille en pourrait écrire autant. « Je ne sais, madame, dit-elle, puisque vous m'avez bien recommandé de ne la faire travailler que quand elle le voudrait. »« Et quel âge a votre élève ?»« 10 ans, madame. »« C'est sans doute, dit madame de Pouffard, quelque fille de la haute noblesse ?»« Son père est tout simplement serrurier, » répondit Rose. Madame de Pouffard s'enfuit, en fermant la porte avec violence.
Lorsque sa première colère fut calmée, elle appela Euphrosine et lui dit « Mon cher trésor, tu devrais un peu travailler. Il y a des filles d'ouvriers qui sont plus avancées que toi. » C'était la première fois qu'elle lui parlait de travail. Euphrosine regarda sa mère avec étonnement. « Travailler ?» dit-elle. « Est-ce que je n'ai pas une maîtresse pour m'apprendre tout cela ?» Madame de Pouffard, toute sotte qu'elle était, sentit bien qu'avec un pareil raisonnement, sa fille ne ferait pas grand progrès. Mais elle crut l'avoir assez moralisée ce jour-là. Et elle pensait vaguement qu'à force de tourmenter Rose André, celle-ci inventerait quelques moyens pour que la science vînt tout de suite. Euphrosine méritait bien qu'on fît cela pour elle. Pendant plusieurs jours, la marquise de Pouffard parla des découvertes prodigieuses qu'on avait faites et qu'on faisait encore. Elle confondit la vapeur avec l'électricité, attribua l'imprimerie à Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique à Gutenberg, mais cette éloquence fut perdue. Rose ayant dit froidement que toutes ces choses avaient été trouvées justement par leur probabilité presque incontestable, tandis que d'autres étaient tout d'abord trouvées impossibles par le bon sens. Madame de Pouffard, peu satisfaite, se plongea dans la lecture d'un journal de mode qu'elle aimait beaucoup, La Feuille des Grâces. Monsieur de Pouffard reprit l'examen de ses propriétés, dont il avait fait faire les plans soigneusement coloriés. Rose reprit un ouvrage d'éducation auquel elle travaillait, après avoir prévenu mademoiselle Euphrosine que cet ouvrage l'amuserait peut-être, et qu'elle lui en expliquerait les premières pages avec plaisir lorsqu'elle voudrait travailler. « Je disais à mes élèves de Paris, continua-t-elle, de manière à être entendue de madame Pouffard, que l'étude est obligatoire, comme l'honnêteté. C'est pourquoi, grâce à leur bonne volonté, elles s'instruisaient assez rapidement. » Puis elle ajouta d'un ton plus ferme. « S'il en eût été autrement, je n'aurais pas dû m'occuper d'elle davantage. » Euphrosine continua d'enfiler des perles de verre, et madame Pouffard s'embrouilla dans les phrases de La Feuille des Grâces, ce qui fut cause qu'ayant lu, on orne les coiffures de quelques gerbes folles. Au lieu de herbes folles, la châtelaine des Hulottes se fit taire. Pour le dimanche suivant, 6 grosses gerbes artificielles dont elle orna son chapeau. Cependant, elle commençait à se demander quand il conviendrait à Euphrosine de travailler et à s'impatienter beaucoup contre Rose André. Celle-ci ayant prévenu son élève que si dans 8 jours elle n'était pas décidée à travailler, il serait de son devoir d'aller retrouver celle à qui son aide serait plus utile, se rendit auprès de madame Pouffard et lui dit que cette décision n'était point une menace pour obliger l'enfant à l'étude, mais un parti pris irrévocable. Elle termina en conseillant à madame la marquise de prendre pour Euphrosine une institutrice fort âgée ayant besoin de repos. Car toutes celles qui aiment la vie active ne pourraient s'accoutumer à une élève dont la principale occupation est d'enfiler des perles. Madame de Pouffard, suffoquée d'étonnement et de colère, répondit qu'elle allait réfléchir, et comme à son ordinaire, sortit en fermant la porte avec fracas. C'était son argument le plus fort. Le marquis de Pouffard, interrogé, répondit que dans toutes les grandes familles, l'éducation des filles regardait la mère, qu'il n'avait donc pas à s'en occuper. Et pour se soustraire aux importunités de madame son épouse, il prit son fusil et s'en alla chasser dans ses terres. Le marquis de Pouffard visait assez bien.
Il aimait attirer l'oiseau qui vole, avide d'espace pour ses ailes. Peu lui importaient les gémissements du nid. Bien des gens ne comprennent pas, et ils ont raison, que le plomb serve à autre chose qu'à détruire des animaux malfaisants. Le marquis de Pouffard avait autre chose à penser. Il commençait à s'ennuyer de la solitude et méditer des fêtes et des chasses qui fissent parler de lui fort longtemps dans tout le pays. En effet, on ne devait pas l'oublier car, on en rit encore, le marquis fit donc prendre de nouvelles informations. Et ayant acquis la certitude que lui seul était titré dans la contrée, il résolut de choisir le meilleur de ce fretin et de lancer des invitations dans le grand monde de Paris. C'était justement l'automne, saison des chasses. On devait pendant 8 jours explorer ces bois. Et tous les soirs, on s'amuserait au château, où la table devait être servie somptueusement. On demanda à Rose-André le délai de la fête, et l'occasion lui parut favorable pour que Frosine changeât de conduite ou qu'elle l'abandonnât. Ces choses bien arrêtées, on s'occupa des invitations. Dans le pays, elles furent clairsemées, encore les invités ne purent-ils venir tous, ayant autre chose à faire, et puis quelques erreurs eurent lieu. Ainsi, sur l'invitation du médecin, comme il n'y avait aucune indication que ce fût le père ou le fils, et que ce dernier venait également d'être reçu docteur, ce fut lui qui céda à la curiosité de voir les habitants du château. C'était un jeune homme qui travaillait de toutes ses forces, mais qui riait de même. Mauvaise chance pour le marquis et sa famille. Ce jeune homme se nommait Paul Martin. Devinant bien que l'invitation pouvait bien avoir été adressée à son père, il eut l'idée d'y faire joindre d'autres erreurs semblables. C'était facile. Le fils du juge de paix, le frère du maître d'école et 2 ou 3 jeunes gens se trouvèrent ainsi substitués à leurs parents. Pendant que Paul Martin dirigeait ce complot, les invitations de Paris allaient leur chemin. On consulta Rose, mais en fait de gens du grand monde, elle ne put guère qu'indiquer les noms. Ce fut bien autre chose quand il fut question de composer une société à Mademoiselle Euphrosyne. Bien peu d'enfants étaient titrés parmi celles que connaissait Rose. Madame de Pouffard, qui était fort curieuse, voulut bien faire une exception en faveur de Céline, la petite fille à la lettre, mais les compagnes d'Euphrosyne ne se trouvèrent en tout qu'au nombre de 4 ou 5. Le grand jour arriva. La famille de Pouffard, n'ayant guère songé que les enfants ne voyagent pas seuls, avait tout oublié d'arranger les choses en conséquence. Toutes les petites invitées restèrent donc chez elles. Céline, seule ayant été expressément demandée par Rose, fut amenée par sa mère et remise entre les mains de l'institutrice. La mère de Céline avait deviné un petit service à rendre et n'avait pas voulu le refuser. La marquise de Pouffard fut un peu mortifiée de l'absence des petites filles et du départ de la mère de Céline. Mais elle pensa n'avoir point commis d'autres bévues. Elle avait eu la chance que sa société à elle, mesdemoiselles de la Truffardière et mesdames Picador de Bétanville, n'ayant jamais rien à faire, vinrent voir ce que c'était que cette invitation qui leur tombait du château des Hulottes. On avait appris le matin que le médecin avait une fille de 11 ans, Noémie Martin. Rose rédigea donc au nom de son élève une jolie petite lettre pour lui expliquer qu'au moment même où on venait d'apprendre l'arrivée pour les vacances de la petite voisine et qu'on la priait instamment de venir avec Madame Martin. Puisqu'on invitait Paul et Noémie, ils devenaient d'autant plus clair que le châtelain des Hulottes organisait des parties de vacances pour quelques fils ou neveux en même temps que pour sa fille. « Nous allons bien nous amuser, nous rirons joliment, dit le grand rieur de Paul, en prenant par la main sa grosse petite sœur.
Grand fut le désappointement de monsieur le marquis quand Paul et ses amis, munis de leurs invitations, se présentèrent avec Noémie, coiffée de son grand chapeau de paille à couronne de coquelicots et vêtue de sa plus fraîche robe de mousseline. Madame Martin avait été négligée, comme trop provinciale, ainsi que les autres dames du pays, et elles étaient un peu les complices de leur fils. Paul et ses amis n'étaient guère des compagnons à offrir à messieurs Ganachot de Volambois et Pompilus d'Écorchoison. Mais la bévue était commise. Il fallait la boire. Ces messieurs furent invités pour commencer la journée à passer dans la salle des ancêtres. C'est ainsi qu'on nommait le musée. Pendant ce temps, mesdames de la Truffardière et de Bétanville avaient suivi la marquise au salon où elle leur faisait admirer les incrustations du piano, la dorure des cadres et une foule d'autres belles choses. D'autres se seraient ennuyées à mourir, mais mesdames de la Truffardière et de Bétanville savaient qu'elles trônaient dans un château. Elles n'avaient pas encore eu le temps de s'apercevoir d'autre chose. Rose André avait emmené au jardin Céline, Noémie et Euphrosine. Cette dernière, en dépit de sa bêtise, s'amusait presque de la gaieté de ses deux compagnes, car les deux enfants avaient de suite été fort camarades. Elles entraînaient dans la joie franche de la conversation. Euphrosine, quoiqu'elle fût tout étourdie d'entendre d'autres discours que ceux de sa mère et de Sylvie. Cette première heure était le commencement d'un triomphe. Le dîner arriva. Les mets étaient entassés avec une telle profusion qu'il y eut pour 4 heures à les voir défiler et absorber en partie. Les jeunes gens eurent un peu pitié des maîtres de la maison et causèrent de manière à ce qu'ils crurent eux-mêmes être aimables. Messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus d'Écorchoison mangèrent beaucoup. Mesdames de la Truffardière et de Bétanville minaudaient en compagnie de la marquise et jouaient avec des bouquets des champs en récitant de doucereuses pièces de vers sur les fleurs et la beauté. Lors même qu'elles eussent été belles, leur bêtise les eût défigurées, et en fait de comparaison avec les fleurs, il vaut mieux ressembler à quelque chose de moins fragile et de plus intelligent. Les petites filles, placées près de Rose, faisaient le moins de bruit possible pour ne gêner personne. Quant à Euphrosine, n'ayant point la coutume de s'occuper des autres, elle tenait largement sa place, quoique Rose l'avertît de temps à autre. Un de ses traits d'esprit les plus marquants, mais qui fit rougir ses parents jusqu'au blanc des yeux, suivant la remarque de M. Ganachon de Volambois, fut celle-ci. « Tiens, papa, je croyais que d'être princesse, ça s'achetait, comme tu as fait pour devenir marquis, mais que ça coûtait plus cher. » Rose sentit qu'il n'y avait qu'à la laisser aller pour faire changer l'opinion de ses parents sur l'éducation. Un silence assez embarrassé suivit cette sortie. On venait justement de parler des croisades, et monsieur le marquis avait raconté comme quoi son aïeul Stanislas de Pouffard y avait reçu la croix de Saint-Louis des mains même de Charlemagne, récit qui avait occasionné une vive sensation à tout le monde. Certes, il y avait de quoi. Monsieur de Pouffard, satisfait de l'effet qu'il produisait, ajoutait comme quoi son arrière-grand-mère, Émiltrude de Paille-en-Val, dame d'honneur d'Isabeau de Bavière, avait mérité la confiance et l'estime toute particulière de cette virtueuse princesse lorsqu'elle fut régente de son fils Louis IX. Et ce renversement monstrueux d'histoire faisait ouvrir à Céline et à Noémie des yeux immenses, tandis qu'une épouvantable envie de rire tordait toutes les bouches. La souffrance du pauvre marquis, après la sortie de sa fille, réprima l'hilarité générale. On trouva moyen de changer la conversation. Mais Madame Euphrosine n'était pas accoutumée à ce que ces questions restassent sans réponse. Elle ne se découragea pas et reprit en criant plus fort. « Pourquoi que tu ne me réponds pas? Si ça s'achète, je veux que tu me fasses princesse pour ma fête. Dis, papa, tu m'as bien acheté les diamants de ma grand-mère. Tu sais que tu disais, il faut que ça paraisse monter vieux. »
Le marquis et sa femme devenaient fous. Il y avait encore 8 jours et c'était le premier. On eut tout à fait pitié d'eux et quelqu'un trouva moyen d'insinuer pour faire cesser les importunités d'Euphrosine qu'on voyait du jardin tous les paysans du village revenir de la foire, ce qui était fort curieux à cause de la variété de marchandises qu'ils ramenaient avec eux. Rose et les 2 petites filles entraînèrent Euphrosine. Là, on voulut lui faire comprendre que ses parents devaient avoir une raison pour ne pas lui répondre et qu'il fallait les laisser tranquilles et que du reste, il était impossible de lui acheter un titre de princesse. Mais nul raisonnement n'eut d'empire sur elle. Il fallut changer, par surprise, le cours de ses idées en lui faisant admirer la course folle du grand Mathieu, qui voulait conduire son porc par une corde attachée à la patte, se trouvait plutôt entraîné lui-même. Heureusement pour ses parents, Euphrosine fut distraite. Quand les jeunes filles rentrèrent au salon, mesdames de Bétanville, de Pouffard et de la Truffardière jouaient aux jeux innocents. Tous les messieurs étaient à la chasse. Les jeunes gens commençaient à trouver que tout ce qui souffre, même d'une manière ridicule, ne peut plus faire rire. Paul et ses amis ne s'amusaient pas du tout et se promettaient bien de trouver des prétextes fort polis pour ne pas revenir le lendemain. L'un devait être appelé près d'un malade, l'autre éprouver une maladie subite, un troisième être obligé bien à regret d'entreprendre un voyage. Il devait en être autrement. Au salon, lorsque les jeux innocents furent épuisés, que ces dames eurent assez minaudé sur la sellette, assez fait semblant de se tromper pour faire l'enfant, en jouant à pigeon-vol et au corbillon, on parla littérature. Décidément, Madame de Pouffard était en veine. Ses invités étaient aussi des abonnés de la Feuille des Grâces. On loua la manière charmante dont le journal portait son nom. Rien, en effet, n'était plus gracieux et plus frais. Jusqu'à la vignette du titre, laquelle représentait une guirlande de camélias roses, jusqu'au feuilleton toujours entouré d'une vignette délicate et qu'il était défendu de signer autrement que du nom d'une des 3 grâces, Aglaé, Chloé et Euphrosine. Euphrosine, nom chéri, si joliment porté par mademoiselle Pouffard. Madame de la Truffardière, qui passait pour un esprit profond, insinua bien qu'elle lisait quelquefois aussi le papillon d'or, l'oiseau-mouche, le nuage. Et aussi une foule d'autres belles productions. Mais on déclara à l'unanimité qu'après avoir bien jugé, c'était la Feuille des Grâces qui l'emportait. L'une de ces dames récita alors de sa voix la plus flûtée la dernière pièce de vers du journal. C'était la chenille harmonieuse. Comment l'auteur avait-il fait pour rendre une chenille harmonieuse ? C'est ce dont je me garderai bien de m'occuper. Tout ce qu'on a pu savoir, c'est que le premier vers était « Magnifique chenille, écoute, mes récents ». L'auteur se nommait Hyacinthe Delicou. Après tout, il lui était bien permis de dédier ses œuvres aux chenilles, tout comme à d'autres, et il ne manquait pas d'admirateurs. Après la littérature, on parla musique. Toutes 3 s'accordaient à adorer le piano. Quant au violon, cela leur donnait des attaques de nerfs. Le violoncelle, il n'en fallait pas parler. L'orgue leur faisait mal à la tête. Mais le flageolet, par exemple, voilà un bel instrument. Le choix de la musique leur était indifférent, pourvu que cela fît du bruit ou des roucoulements. Cependant, elles n'aimaient pas les maîtres allemands. Quelques vieux airs de Jadin qu'elles avaient entendus leur semblaient préférables à tout Weber, Meyerbeer, etc. Elles espéraient que ce joli genre reviendrait. Elles ne comprenaient rien à Wagner, mais elles le détestaient d'instinct, parce qu'il y a toute une création échevelée, rapide, inouïe, jetée à pleine main dans ses notes, et qu'elles aimaient ce qui est vide. En peinture, elles se demandaient comment on peut regarder d'autres tableaux que ceux de Boucher, et si les belles choses qu'on voit sur les vieux éventails ne valent pas bien les grands villettes toiles toutes pleines d'ombre qui impressionnent leurs nerfs délicats.
À les entendre raisonner ainsi, il y avait de quoi leur jeter à la tête tous les cadres dorés et le piano par-dessus le marché. Mais cela ne leur aurait pas donné plus de sentiments, et ce n'était pas leur faute si la sotte éducation qu'elles avaient reçue les avait empêchées de se développer. Tout à coup, Madame de Pouffard s'avisa de faire mettre Rose André au piano. Il allait sans dire qu'il ne fallait jouer que des polkas, des mazurkas, quelques scottish, une valse qu'elle avait commencée leur faisait, disait-elle, tourner la tête. Comme on ne doit pas jeter les gens par la fenêtre, même lorsqu'ils sont de ce genre-là, Rose André continua résolument son supplice pendant près de 2 heures. Lasse, elle s'avisa de leur jouer ses impressions. Il y avait des cadences ironiques, des roulements gros de colère, des notes frappées tout à coup, comme si l'harmonie indiquée eût voulu briser l'instrument. Des suites d'accords qui étaient des menaces. Ces dames trouvèrent tout cela ravissant, surtout les cadences et les trilles qui leur riaient au nez. Madame de la Truffardière demanda si les petites étaient musiciennes. Céline était déjà assez forte. Noémie, quoique beaucoup moins, pouvait s'en tirer aussi. Autre désappointement pour Euphrosyne que la vanité punissait en ce moment de la paresse. Comprenant qu'elle avait assez souffert pour réfléchir un peu aux conséquences de sa fainéantise, Rose proposa aux enfants de chanter ensemble les rondes qu'elle savait pendant qu'elle les accompagnerait au piano. Cela eût amusé tout le monde. Elle était loin de supposer que Frosine ne savait pas même une ronde. C'était vrai pourtant. Mademoiselle de Pouffard avait passé sa vie se dorlantant dans sa riche oisiveté, comme un lézard au soleil. Que savait-elle? Ni travailler, ni jouer, ni penser, rien. Le soir était venu. Les chasseurs rentrèrent, ayant plutôt exploré les environs comme site que poursuivi les pauvres bêtes, au grand regret de monsieur le marquis de Pouffard, qui tirait bien, et de messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus d'Écorchoison, qui heureusement tiraient mal. Quoique n'ayant pu exercer son adresse devant ses hôtes, le marquis était radieux. C'est qu'il avait rencontré dans le grand chemin du bois un prince, un véritable prince, voyageant incognito, et l'amener au château. Le prince avait bien voulu consentir à y passer quelques jours malgré les nombreuses occupations qu'il appelait à Paris. C'était un prince russe. Il se nommait Oscar, duc de Sadoga, et ne devant passer que peu de temps en France, il tenait à remporter complet d'immenses travaux littéraires et scientifiques pour lesquels il devait s'entendre avec quantité d'auteurs et de savants. Le prince Oscar, duc de Sadoga, était déjà d'un certain âge. Il avait le front chauve, des yeux gris fort intelligents, mais jetant un singulier éclat au lieu d'y lire la pensée, où voyait une lueur qui brillait beaucoup. Voilà tout. Ses manières étaient aisées et polies, son costume négligé, comme on pouvait l'attendre de quelqu'un qui voyage pour la première fois sans suite. Ses vêtements étaient irréprochables, mais la chaussure laissait beaucoup à désirer. Cela ne laissait pas que d'affliger le marquis qui aimait beaucoup les princes, mais le moyen d'offrir une paire de bottes à un aussi haut personnage. Le marquis espéra qu'une bonne inspiration lui viendrait, et en attendant, il présenta son hôte à Madame de Pouffard qui faillit tomber à la renverse. Paul et ses amis riaient, cette fois, de tout leur cœur. Ils ne parlaient plus d'envoyer leurs excuses au lendemain. Messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus d'Écorchoison rivalisaient de zèle près du prince. Mesdames de Bétanville et de la Truffardière grimaçaient leur plus aimable sourire. Rose André, Noémie et Céline trouvaient que le duc Oscar de Sadogu avait suffisamment l'air d'un prince d'occasion pour qu'on pût mettre à sa disposition une paire de bottes. En résumé, le prince était aimable, spirituel. Les raisons qu'il donnait de son voyage semblaient possibles, et pour les physionomistes, il ne pouvait être un voleur, le caractère dominant de son visage étant l'honnêteté. Paul Martin prétendit que chez le sujet, c'est ainsi qu'il appelait irrévérencieusement le prince, la manie des voyages
avait un fort grand développement. Il remarqua en outre que son titre de docteur en médecine plaisait médiocrement au duc de Sadoga. Cependant, toute la maison avait été révolutionnée. Le salon avait des tentures. La cuisine faisait l'effet de 2 ou 3 fours, tant elle contenait de rôtissoirs. Tous les domestiques allaient et venaient avec une activité bien plus grande encore que la veille. Mademoiselle Euphrosyne de Pouffart vint, de ses belles mains, présenter au prince une paire de chaussures, les plus belles qu'on eût pu trouver, pour le délasser du voyage, et le marquis vit, avec joie, que son Altesse avait daigné accepter, car il n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer sa fille, à laquelle, pensait-il, on ne pouvait rien refuser. Mademoiselle de Pouffart, qui comptait bien demander au duc de Sadoga comment on faisait pour devenir prince, était charmante avec lui. Après le souper, le prince ayant dit qu'il aimait les divertissements champêtres, on fit inviter tout le village à venir se rafraîchir et danser sous les arbres. Le frère du maître d'école, un peu musicien, envoya chercher son violon et joua avec beaucoup de verve de vieilles danses françaises. La farandole provençale, la pastourelle des troubadours, la danse des gavots montagnards, la sarabande espagnole. On allait commencer la bourrée d'Auvergne, contre laquelle madame la marquise de Pouffart eut bien crié, si le prince n'eût déclaré qu'il n'aimait que les danses populaires des provinces. Il n'y avait rien à dire contre une opinion aussi haute. Mesdames de la Truffardière et de Bettenville, messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus d'Écorchoison dansaient avec rage. Mademoiselle Euphrosyne dansait. Paul et ses amis avaient l'air de danser, mais c'était pour cacher qu'ils riaient comme des fous. Le violon du maître d'école était si gai qu'il semblait rire aussi. Un cri de surprise partit aussitôt de toutes les bouches. Une troupe de gens armés avait envahi le parc. C'est qu'on avait retrouvé la piste d'un pauvre fou échappé d'une maison de santé depuis quelques jours grâce à l'un des vêtements d'un interne qui avait eu le talent de se procurer. Cet homme, ordinairement assez calme, malgré sa folie de voyage et son idée d'être prince, était cependant sujet à quelque accès d'une violence extrême. C'était son Altesse le duc Oscar de Sadogu, lequel fut réintégré dans sa maison de santé. Quel coup de théâtre! Madame de Pouffart en tomba malade subitement. La société n'eut donc pas le besoin d'excuses pour terminer ce soir-là toutes les fêtes. Chacun était mécontent, si ce n'est les rieurs. Madame de Pouffart se rétablit, mais il lui resta longtemps de la tristesse. Monsieur le marquis abandonnait la chasse et le musée de ses ancêtres, et Rose André fut obligée, pour les consoler, de leur dire qu'ils avaient plus gagné que perdu à cette aventure. Car mademoiselle Euphrosyne, un peu honteuse, fort dépitée et entraînée par l'exemple de Céline, que Rose avait conservé quelques jours, et de la petite Noémie qui venait travailler avec elle, mademoiselle Euphrosyne, disons-nous, avait commencé à s'instruire, et elle y réussissait. Car on peut toujours faire bien, et il n'est pas de si laid de chenille qui ne devienne un joli papillon.